Donc merci à Gilles Thierry, membre du, voilà, si tu veux bien te lever Gilles, membre du CNA PACA, notre expert supply chain et qui nous a aidé à préparer cette table ronde. Donc je remercie particulièrement Nicolas Dussert et son équipe qui s'est beaucoup investi pour préparer cette table ronde. Donc Nicolas Dussert, directeur régional Europe du Sud de Covadis. Merci à Odile Marek qui s'est déplacée de la région parisienne, directrice RSE du groupe Bolloré Logistique. Et merci à Stéphane Faustin, directeur achat du groupe Naos. Ils se présenteront un peu plus amplement tout à l'heure. Donc je salue aussi l'équipe du CODIR CNA PACA, donc Mathilde Michaud, notre vice-présidente, et Jean-Philippe Diassia, notre chargé de développement. Ouais, avant qu'on revienne sur le CNA, Nicolas. Voilà, juste pour vous présenter un petit peu l'agenda, donc bonjour à tout le monde, merci de votre présence. Des questions, si vous en avez, notez-les, on les abordera à la fin parce qu'on a beaucoup à vous présenter et ce qu'on souhaiterait c'est aller jusqu'au bout, comme ça après on pourra échanger. On aura aussi quelques petites questions, on aura 3 questions. Si vous avez le téléphone portable et qui capte, vous pouvez vous connecter, c'est sur slido.com et vous avez un numéro que vous rentrez avec le dièse 811 710. Vous pourrez répondre aux questions, c'est des petits sondages pour voir un petit peu, on a 3 questions au fil de la présentation pour voir quelles sont vos attentes, quelles sont les actions que vous avez déjà dans vos groupes. Voilà, donc on abordera ça d'ici quelques instants. On va aborder donc vraiment déjà une présentation des personnes qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous, donc Odile de Bolloré Logistique et Stéphane pour le groupe Naos. Le CNA aussi, présentation un petit peu des activités du CNA. Et on présentera également Ecovadis pour rappel. Un petit contexte aussi rapide de ce dont on va parler, achat responsable, et dans lequel on va traiter de la décarbonation, c'était un peu le sujet de la journée. Et on aura enfin toute cette séance de questions-réponses et les retours d'expérience surtout donc de Naos et de Bolloré Logistique, parce qu'ils sont d'un côté fabricants, donc ils vont faire appel à toute une supply chain dans laquelle il y a beaucoup, on va le voir, d'émissions de carbone. Donc comment Stéphane et ses équipes vont travailler sur ces objectifs de décarbonation notamment, mais aussi sur les achats responsables. Et on aura Odile plutôt côté fournisseur de transport pour tout un tas de clients et comment justement elle apporte des solutions pour aider ses clients à décarboner. Voilà. Donc Jean-Charles, peut-être si tu veux reprendre sur le Sénat. Oui, merci. Donc le Conseil national des achats, je ne sais pas si tout le monde connaît, en fait c'est l'association de référence pour les métiers des achats et en disant des ressources externes, donc qui s'adresse à la fois aux entreprises privées, au secteur privé, mais aussi au secteur public. Voilà, donc notre vision, c'est positionner la fonction achat comme un partenaire, une partie prenante incontournable au sein de l'entreprise et dans la vie publique. À titre d'exemple, voilà, notre président national Jean-Luc Barras, sous son impulsion, on s'est beaucoup positionné ces derniers temps sur les problématiques de relocalisation, de maintien de l'activité. Donc c'est des sujets qui sont portés par le Conseil national des achats. Je vais passer la parole, nos valeurs, voilà, responsabilité, performance, innovation. On a une charte qui est même devenue un label désormais relations fournisseurs responsables. Vous pourrez retrouver tout ça sur notre site. Je vais passer la parole à Mathilde pour la slide suivante, si tu veux bien. Voilà. Donc bonsoir et merci à tous d'être parmi nous. Moi je vais faire la Minute Gazette. Effectivement, vous avez des revues qui sont à votre disposition quand vous allez sortir de la salle. La première, c'est Profession Achat, qui est une revue donc trimestrielle où vous avez globalement des très bonnes interviews, des différents breaks de table ronde et autres. Excellence Achat semestrielle, Achetons public qui est également semestrielle. Donc toutes ces revues sont à votre disposition. Pour compléter la Minute Gazette, vous avez également, via le CNA, des différents événements en fait, qui vous sont proposés tous les mois sur la région PACA, donc d'Arles à Menton. Les derniers en date, on est parti plutôt sur La Ciotat pour une soirée. Alors c'est attention parce qu'on a des
C'est très sympa, il y a une très bonne ambiance, mais c'est toujours des thèmes assez achats. Donc voilà, on était parti sur les pénuries fin août. On a également les achats de propreté qui ont eu lieu, c'était courant de l'été. Dans les événements à venir, on a les marketplaces sur la fin d'année. On a l'Université des achats, qui est quand même l'événement de référence de la fonction organisé par le CNA, où on pourra retrouver également nos partenaires EcoVadis. Et concernant le CNA PACA, on a un événement fin décembre qui est prévu sous la forme d'un arbre de Noël. Merci à vous de votre présence ce soir. Je repasse la main à Jean-Charles. Voilà, merci Mathilde. Un petit mot, donc, puisqu'on est dans un salon dont le thème principal est le transport, alors pour les membres du Conseil national des achats, il y a ce qu'on appelle désormais des achats labs sur des thématiques particulières. Donc achat lab, avant ça s'appelait groupe d'études et de benchmark. On a un achat lab transport qui est porté par nos collègues de la région Aura, mais qui est ouvert à tout le monde sous forme, alors qu'il se passe pour l'instant sous forme de visioconférence trimestrielle. C'est un partage d'expériences, de bonnes pratiques. L'animatrice est Sandrine Préto, elle était sur le salon, là, elle s'excuse, elle n'a pas pu venir. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, la condition étant d'être membre du CNA. Et j'en profite donc pour remercier les organisateurs du salon de vous accueillir, Loïc à la technique, qui est là depuis 2 jours, qui va défiler beaucoup de thématiques. Je repasse la parole. Merci Jean-Charles. Donc je vais vous faire une petite rapide présentation d'EcoVadis et ensuite on rentrera assez rapidement dans la présentation des sociétés de nos intervenants. Je suis ici avec Xavier qui est juste ici et Laurent juste là. Donc si vous avez des questions après l'événement, n'hésitez pas à aller aussi vers eux. L'idée c'est vraiment de fournir aux acheteurs des indicateurs de performance RSE avec un mot qui englobe beaucoup de sujets, dont le carbone, on va le voir, est un des sujets, mais pas que. Et l'idée c'est vraiment d'aider chaque acheteur, d'intégrer dans sa relation au jour le jour, dans l'évolution et l'aide qu'il peut apporter aux fournisseurs, à mieux comprendre les enjeux et justement à mettre en place des bonnes pratiques et qu'on essaie de partager avec tous ces acheteurs. Donc EcoVadis aujourd'hui, c'est 900 clients dans le monde, 900 directions achats qui utilisent EcoVadis. Donc EcoVadis est un peu devenu un standard pour les entreprises et qui leur permet de se mesurer, de savoir ce qu'elles font déjà bien, mais comment elles peuvent aussi améliorer certaines choses, et des benchmarks par secteur qui vont permettre justement de savoir dans quelle direction elles doivent se renforcer. 900 directions achats, mais d'un autre côté 80 000 entreprises qui, elles, donc, utilisent la notation EcoVadis pour justement avoir un rapport et ensuite le partager avec l'ensemble de leurs clients et éviter à répondre à tous ces questionnaires maison qui peuvent être pour eux une charge qui n'apporte pas toujours de valeur. Donc l'idée c'est de mutualiser cet effort et avec donc une présence à l'international, puisque l'idée des supply chains c'est qu'elles sont très présentes à l'international et c'est le désir d'EcoVadis d'accompagner nos clients sur toute cette chaîne de valeur. Voilà. Et maintenant, Odile, si vous voulez bien... Bien sûr, bonjour, Odile Marek, donc directrice à la suite Bolloré Logistics. Donc Bolloré Logistics, c'est la partie commission de transport du groupe Bolloré. On est à peu près 20 000 dans 109 pays, 85% de commission de transport, 15% de logistique contractuelle, gestion d'entrepôt. On n'a pas de bateau, on n'a pas d'avion, on n'a pas de train, on a quelques camions, pas beaucoup, donc on est vraiment un intermédiaire. On réserve la capacité de transport pour des exportateurs, des importateurs. Voilà, ce qui est un modèle assez particulier pour décarboner la supply chain, et ça, on va en parler un peu plus tard. Merci Odile. Stéphane, si vous voulez bien présenter vos mots. Bonjour, Stéphane Costin-Lebac, je suis directeur des achats du groupe Naos. J'y suis depuis 17 ans. Préalablement, j'étais 8 ans comme directeur des achats du groupe Léa Nature à La Rochelle. Naos, vous connaissez peut-être pas le nom Naos, mais vous connaîtrez mieux les marques de Naos. Bioderma, c'est de la dermatologie, c'est de la cosmétique dermatologie vendue en officine et à l'international. Institut Estéderm, qui est une marque plus premium, plus de soins et d'aging, qui est vendue dans des réseaux spécialisés. Et Etapure, notre dernière marque, qui est du B2C,
c'est de la vente directe au consommateur et c'est de la cosmétique dermatologique sur mesure. Donc Nao, c'est une société qui appartient à une famille. C'est Jean-Noël Torel, le fondateur, c'est une société familiale. Nous sommes 46e société cosmétique mondiale, 3e en France, mais la seule encore indépendante à ce niveau-là. Nous avons une croissance à 2 chiffres depuis des années. On s'est heurté en 2020 à un petit virus qui nous a permis une décarbonisation massive, malheureusement, parce qu'on n'a pas fait la croissance habituelle. Nous sommes 3300 collaborateurs et nous sommes basés à Aix-en-Provence. Donc c'est non seulement une société made in France, mais on pourrait presque dire made in Aix-en-Provence. Nos sites, comme je vous le disais précédemment, sont donc à Aix-en-Provence pour tout ce qui est siège social et unité de production. Plusieurs usines à Aix-en-Provence, Aix-les-Milles. Nous avons un site logistique, un nouveau site logistique à Fos-sur-Mer, près du port. Un autre dans le centre de la France pour la distribution nationale, qui est à Saint-Cyr-en-Val, dans le 45. Et nous avons après deux sociétés commerciales, une à Paris pour Esthederm et État-Pur et une à Lyon pour Bioderma. Merci Stéphane. Donc là, j'ai souhaité vous partager quelques résultats d'un baromètre qu'on publie en fait tous les 2 ans. On a chaque année, on fait un index de la performance RSE des entreprises dans le monde et on publie également un baromètre sur les achats responsables. Donc, je voulais juste vous faire partager un petit retour déjà de ce que les leaders en fait voyaient comme valeur aux achats responsables par rapport à des entreprises non leaders. Donc, évidemment, il y a toujours l'atténuation du risque. Ça reste quelque chose une approche assez évidente quand on fait des achats responsables. Mais pas que. Il y a aussi, ça aide à la résilience de la supply chain, qui est un sujet aussi d'importance dans la supply chain. C'est important d'avoir des fournisseurs qui sont fiables, fidèles et résistants aux différents aléas et qui vont rencontrer sur notamment ces sujets de RSE. Augmentation de chiffre d'affaires, voilà, différents sujets ce rapport, vous pouvez le lire dans le détail, accessible directement sur notre site web. Je pense qu'il y a des tas de choses tout à fait intéressantes sur cette valeur constatée des achats responsables. Et il y a un autre aspect qui était intéressant dans les constats de ce baromètre entre 2019 et 2021, donc post-Covid, pré- et post-Covid. On a vu évoluer grandement la position justement par rapport à ces achats responsables. On avait plutôt au départ une tendance et les acheteurs qui étaient plutôt sur une phase de réduction de coûts. Et on a vu en 2 ans un positionnement totalement différent et avec des valeurs qui ont pris une importance importante. C'est que la fonction achat, elle est vue comme contributeur d'objectifs qui maintenant deviennent prépondérants dans les entreprises sur justement les objectifs de développement durable. Ça, c'est quelque chose qui a été très très fort dans les changements. Et le nouveau sujet qu'on a vu apparaître dans ce baromètre, évidemment, la résilience de la supply chain et donc le rapport, la relation avec les fournisseurs qui est clé dans l'évolution et la croissance des entreprises. Juste on a pris un petit snapshot sur le transport, donc maturité des achats responsables dans les secteurs du transport. On voit quand même une grosse disparité, et tant mieux, ça c'est un atout pour les sociétés du transport. On a là un bon exemple, je crois qu'Odile, vous avez une très très belle performance RSE, mais les entreprises du transport françaises sont très en avance par rapport aux entreprises du transport européen, ce qui envoie un signal assez fort dans les achats. Si vous voulez relocaliser, si vous voulez faire des achats français, intégrez la RSE, parce que mécaniquement et de manière tout à fait objective, vous allez privilégier des entreprises françaises. Donc ça, c'est un constat qu'on voit, la France reste en avance sur la RSE sur toutes les entreprises du monde. 80 000 entreprises évaluées, et donc ce constat est vraiment évident. Alors après, c'est un peu moins vrai sur les entreprises de plus petite taille. Donc ça, ce serait peut-être une attention particulière à porter sur ces petites entreprises. Il faut continuer à les sensibiliser aux achats responsables, à les accompagner, parce qu'elles n'ont encore pas tout à fait intégré ces sujets. Donc peut-être important de les accompagner un peu plus sur ces sujets. Voilà. Petite question, donc si vous voulez vous connecter maintenant sur slido.com, vous pouvez connecter, je vous rappelle, donc le code, vous faites dièse 811 712 et vous allez pouvoir répondre... 710, pardon, excusez-moi, oui, c'est bien 710, c'est pas tout 710, voilà, c'est affiché aussi ici. Et je vais juste basculer sur la question et on va mettre en direct. Vous pouvez commencer donc à voter sur la première question.
Et on vous a posé des questions par rapport donc à les critères RSE. Est-ce que dans la salle, les acheteurs qui sont avec nous, est-ce qu'ils ont déjà intégré des critères RSE dans la sélection, dans la relation donc avec les fournisseurs et dans quel processus? Est-ce que vous les intégrez dans les phases d'appel d'offres et c'est un critère que vous pondérez dans la sélection des fournisseurs? C'est ce qu'on voit nous émerger, hein, 35% de nos clients ont et utilisent la notation RSE pour sélectionner leurs fournisseurs, alors évidemment de manière raisonnable, pondérée à hauteur de 10, 15, 20% maximum, mais ça c'est une tendance de fond. Est-ce que vous avez pas encore intégré de critères RSE? Est-ce que vous avez... Ah, ça s'affiche pas. Non, on n'a pas l'écran. Hop, vous êtes sorti du PowerPoint, c'est ça? Oui. Parfait, merci beaucoup. Voilà, est-ce qu'il vous aura laissé le temps de répondre? Donc voilà, on voit que pour 44% d'entre vous, vous êtes donc pas encore intégré de critères RSE dans la partie sélection des fournisseurs. 23% vous êtes, par contre, vous avez intégré des critères de RSE dans les appels d'offres. 23%, vous avez inclus ça comme une condition contractuelle. On voit de plus en plus d'ailleurs dans les contrats des clauses qui sont insérées, des clauses RSE, avec une demande justement d'évaluation post-contractuelle qui va permettre d'inclure et d'inscrire la société dans cette démarche de progrès. 15% d'entre vous, vous incluez la performance RSE comme condition préalable à tout contrat d'utilisation, indicateur de performance RSE du portefeuille des fournisseurs pour vos acheteurs. Ça, c'est assez étonnant parce qu'on a assez peu encore de direction achat, les plus matures, les leaders justement, ils incentivent leurs acheteurs sur une performance RSE du portefeuille fournisseur. Ça, c'est aussi une tendance assez forte. Et là, vous êtes, aucun dans la salle ne va bloquer une relation contractuelle en cas de problème sur des manquements de RSE. Je pense que dans les faits, c'est peut-être un peu différent. Hein. Si vous avez une société qui a des vrais problèmes de droits humains, ou de, voilà, je pense qu'il y aurait quand même une position qui serait différente. Mais résultat tout à fait intéressant. Merci à vous. Et vous aurez d'autres questions donc, qui vont suivre. Je vais maintenant juste vous faire un petit rappel et après je vais laisser la parole à Stéphane. Hop, je trouve la présentation. Voilà. Petit rappel donc sur les achats responsables et pourquoi, donc comment s'inscrit la notion de décarbonation dans ces sujets de RSE. Donc la RSE est basée sur un standard qui est l'ISO 26000. Vous avez ici les critères qui sont sélectionnés notamment dans l'évaluation EcoVadis, mais c'est les grands thèmes de la RSE. On les a classés dans 4 grands piliers, l'environnement, le social, le droit humain, la partie éthique des affaires, on l'oublie un peu, mais ça fait partie de l'ISO 26000. La loi Sapin 2, lutte contre la corruption, ça fait partie de l'éthique des affaires et on regarde ce que font les entreprises pour lutter contre la corruption. Et on a les achats responsables dans lesquels on va regarder ce que font les fournisseurs, donc de mon fournisseur. On va regarder un petit peu aussi les pratiques qu'ils ont en termes de gestion responsable de l'environnement et des aspects sociaux. Et dernier point avant d'entrer vraiment dans le concret, un petit rappel sur les notions de scope sur la partie décarbonation. Donc vous avez vu, hein, c'est un des 21 critères qu'on a choisi de l'ISO 26000. On va avoir, Stéphane démonte la table. On a sur la partie carbone, c'est un des sujets qui fait partie de l'environnement et à l'intérieur duquel on va avoir plusieurs périmètres. Le scope 1, le scope 2, ce sont les émissions de carbone qui sont liées à ma propre activité. Donc des achats d'énergie, notamment sur le scope 2. Il va y avoir toute la partie flotte de véhicules. Voilà, ça c'est les émissions de scope 1 et de scope 2. Et le scope 3, ça va être tout ce qui est lié à la chaîne amont et aval. Donc les clients et les fournisseurs. Et on va le voir avec Stéphane et Odile. En fait, le gros des émissions CO2, c'est le scope 3. Donc ne dire qu'on va s'occuper que du scope 1 et du scope 2, c'est pas suffisant, parce que le gros, hein, c'est 80 à 90% des émissions sont dans la chaîne de valeur. Donc le rôle des achats dans la décarbonisation, elle est clé
et vous allez le voir avec des exemples concrets. Tout de suite, je laisse la parole à Stéphane. Merci. Du coup, je ne peux pas rester en place. C'est ça que je vais monter. Je préfère me mettre debout, excusez-moi. Vous m'entendez bien? Ça fonctionne? D'accord. Donc, en fait, très humblement, chez Naos, ça fait 17 ans que je développe une politique d'achat responsable avant qu'on appelle ça achat responsable. C'est pas pour dire que c'est comme ça qu'il faut faire ou donner des leçons, c'est simplement un retour d'expérience tel qu'on l'a fait. Déjà, pour que tout un service dans une entreprise suive le même mouvement, il faut créer une politique achat, qui généralement est déclinée d'une politique d'entreprise. Et là, pour ça, il faut donner aussi un cadre aux acheteurs de priorisation, parce que tous les jours, les acheteurs vont avoir des programmes à mener par rapport à des objectifs. Et à un moment donné, ils sont confrontés à des dilemmes. C'est, est-ce qu'on recherche à faire des économies? Est-ce qu'on recherche à sécuriser? Est-ce qu'on recherche à faire du développement durable? Est-ce qu'on recherche différentes choses? Il faut, dans chaque programme, pouvoir checker selon les priorités de la politique achat pour faire des bons choix ou des fois renoncer à certains programmes. Et là, en l'occurrence, la politique achat de chez Naos a 5 enjeux prioritaires. Le premier, contrairement à beaucoup de services achats, souvent, de manière caricaturale, quand on parle d'un service achat, on pense qu'ils font des économies, qu'ils font des savings. Eh bien, chez nous, la priorité, c'est d'abord sécuriser nos sources d'approvisionnement. Et on le voit plus que jamais avec la crise mondiale des matières à la source, c'est quand même bien de le faire avant que ce soit trop tard. Donc sécuriser les sources d'approvisionnement parce qu'une rupture sur un marché à forte valeur ajoutée comme la dermatologie coûte plus cher que la moindre économie que vous pourrez faire dans l'année. Donc l'idée, c'est d'avoir des produits en juste à temps, au bon moment, bonne qualité, mais surtout avoir des produits disponibles. En deuxième, c'est réduire les dépenses. En effet, c'est faire des économies chez nous. Mais je préfère faire des économies sur des achats non stratégiques et sécuriser mes achats stratégiques. Et en troisième position, vous voyez, je le mets pratiquement au même niveau que les réductions, c'est avoir une démarche de développement durable. Donc en effet, j'ai des programmes que je préfère ne pas lancer si c'est uniquement pour faire des économies et que ça va à l'encontre de nos valeurs sur le développement durable. Et enfin, le service client, toujours suivre servir les clients et augmenter notre couverture achat chez Naos. Merci. Là, quelque part, après, c'est la déclinaison. C'est un smart plan sur 3 à 5 ans. À gauche, quelque part, c'est presque de la théorie. N'importe quel professeur d'achat vous diront les acheteurs, c'est la gestion du risque, c'est la contribution à l'autofinancement d'une société, donc c'est les fameuses économies, c'est la loi Sapin 2, c'est toutes ces choses-là, c'est la gestion de la relation fournisseur. Ça, c'est le b.a.-ba du métier. Et progressivement, depuis des années, chez Naos, j'essaie de le transformer pour donner plus de sens aussi aux acheteurs sur le métier qu'ils font, et pas uniquement faire des économies, faire de la sécurisation, mais transformer les achats vers des achats dits responsables. Donc, appliquer la fameuse charte relation fournisseur-achat responsable que vous venez de dire précédemment, qui est sur 10 items, avoir une charte éthique avec nos fournisseurs, questionner nos fournisseurs justement sur la RSE pour se benchmarker avec eux. Souvent, nos fournisseurs, surtout quand c'est des gros groupes, des multinationales, ils sont bien plus en avance que nous, et du coup, on apprend avec eux. Et c'est favoriser l'achat national. Je vous donnerai un feedback de tout à l'heure depuis des années ce que l'on fait pour essayer d'acheter localement. C'est aussi digitaliser nos achats. Forcément, plus on digitalise et moins il y a de papier, plus les flux sont réduits. On a mis en place un système d'information achat qui permet aussi de bien couvrir nos achats. Et enfin, un programme de neutralité, enfin un programme de transition écologique avec notamment réaliser le bilan de gaz à effet de serre de Naos. C'est le service achat qui a pris ce sujet-là et qui le fait depuis des années. Et je vous dirai pourquoi. Qui dit après avoir une image à l'instant T avec un bilan carbone, c'est derrière, un coup qu'on a ça, c'est agir pour réduire, décarboner. Donc c'est un plan de neutralité carbone. C'est des retours d'expérience que je vous ferai tout à l'heure sur tous les programmes que nous avons. Alors ça a commencé en 2005, quand je suis arrivé en 2004. J'ai commencé déjà par faire le tri sélectif de nos déchets. Nous sommes quand même une industrie, avec des usines. Donc autant dire qu'il y a énormément de déchets industriels. En 2005, il y a des années, c'était pas forcément spontané de faire le tri des déchets. À ce moment-là, plutôt que tout mettre dans des bennes qui partaient à l'enfouissement, parce qu'à l'époque, c'était encore enfoui, j'ai plutôt investi dans des bennes, des compacteurs, pour faire des tris sélectifs en sortie d'usine et commencer à pousser les utilisateurs à agir pour trier. Ensuite, je me suis mis à vendre ces déchets. Et avec le temps, j'ai pu prouver que dans la gestion des déchets,
90% de mon coût de déchets est remboursé par ma revente. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais quelque part, on peut faire de l'écologie rentable. 80% de mes déchets passent en économie circulaire. Donc c'est le bois, c'est le fer, c'est le film plastique, c'est les palettes, c'est les cubiténaires, c'est tout ce qu'on peut valoriser. On va même jusqu'au 10. On arrive à faire des traitements sur des déchets industriels souillés qui les transforment en huile pour le BTP, plutôt que les incinérer pour les détruire. Il ne reste plus que les DIB, les fameuses ordures ménagères, qui ne sont pas encore triées, mais avec le tri des 5 flux dans les bureaux, on va encore plus loin. Ensuite, on a réalisé le premier référentiel avec l'ADEME, on a été subventionné pour ça, avec le COSMED, pour développer le référentiel de l'ADEME de la filière cosmétique, pour faire le premier BGES, le bilan de gaz à effet de serre. On l'a fait la première année en 2011, on l'a amélioré en 2013, en 2018, on l'a adapté par rapport à la nouvelle norme de l'ADEME, qui était de 2016. On a mis en place des actions, et là, dernièrement, on vient de faire le bilan carbone de Naos, mais sur le monde entier. On ne s'est pas cantonné simplement au périmètre national, on a pris les 130 pays, avec tous les flux, les bâtiments, les produits. Et du coup, on s'est aussi lancé dans la norme ISO 50001 pour améliorer notre consommation énergétique. Un stock central que je vous préciserai à Fos-sur-Mer. La transformation du parc automobile, il y a un consortium pour trouver des alternatives au plastique. Alors les actions en cours et à venir, quand je parlais d'essayer d'acheter localement, c'est un exemple même, les pots, on a encore des pots pour Esthederm qu'on achète en Chine, parce que souvent, les produits de maquillage ou les produits, on va dire comme des pots, étaient fabriqués en Chine. J'ai mis des années à contre-typer ces produits pour pouvoir les faire à Oyonnax, dans la Plastic Valley en France. Donc c'est très compliqué, mais on vient de le faire. Donc en effet, c'est un parti pris d'acheter peut-être un peu plus cher, mais plus près, et ne plus dépendre du transport international, désolé, hein, le canal de Suez qui est des fois bloqué, et puis il faut mieux faire travailler quelque part nos confrères en France. Donc rien que ça, on a estimé que c'était 35 tonnes de CO2 par an. Là aussi, dans les flacons, pour vous donner un ordre d'idée, les lotions micellaires que les consommatrices connaissent mieux, la lotion démaquillante micellaire de Bioderma, il s'en vend une toutes les 2 secondes. Donc, ça fait beaucoup de plastique. Ça veut dire qu'on génère beaucoup de plastique. On consomme beaucoup de plastique. Donc là aussi, cette année, on va partir du principe qu'on va prendre la moitié du plastique de nos bouteilles vont être remplacés par du RPET. Alors d'autres ont été plus loin, on fait 100% tout, mais ça pose d'autres problématiques après de mettre tout 100% en RPET, parce qu'après, il n'y a pas assez de matière plastique recyclée. Puis il y a d'autres choses, les barrières étanches et autres. Mais déjà, on part du principe qu'on va réduire le plastique brut pour mettre du plastique recyclé, parce que c'est moins énergivore déjà, et en plus ça réduit l'empreinte carbone. Avec des sous-traitants qui travaillent pour moi sur des très gros volumes, plutôt que leur livrer des milliers de cubiténaires de matière, je vous donne un exemple, la glycérine, on fait livrer de la glycérine dans des cubiténaires de 1 tonne, plutôt que faire des camions complets de cubiténaires, on va installer chez eux des silos pour faire livrer des citernes entières, comme le lait. Et du coup, oui, c'est un investissement, je fais un pari sur l'avenir, je paye des investissements chez mes sous-traitants pour que demain, mes fournisseurs puissent livrer en citerne et que je n'ai plus de milliers de cubiténaires plastiques qui se baladent et qui polluent. Un gros pari de souffler les flacons chez nous, chez Naos, parce que notre métier, c'est quand même fabriquer des produits finis, pas d'être un plasturgiste, mais il y a un gros pari. Aujourd'hui, j'achète la plupart de mes flacons en Hollande. C'est quand même 1100 km par camion, j'en fais 200 par an, parce que c'est le fournisseur que j'ai choisi, c'est le meilleur pour le type de produit que je fais. Et j'ai décidé de souffler et fabriquer les flacons chez moi. Pour ça, c'est un changement de technologie. Donc c'est un gros pari, mais on étudie ça pour 2023. La transition du parc de véhicules, la construction d'un stock central, qui est juste après, à Fos-sur-Mer. Alors ce stock central, c'est un pari, c'est aussi venu des achats. Ça pourrait être un service logistique qui les met en place, mais pendant 10 ans, j'ai dirigé la supply chain aussi chez Naos, donc j'ai un pied dans la supply chain et les achats. Et en fait, j'ai fait une value stream mapping, une cartographie des flux mondiaux. Et ça n'avait pas de sens, j'ai estimé que ça n'avait pas de sens de garder un stock
Stock central, c'est le stock de tous nos produits finis de Derma. De le laisser à Orléans. Autant Orléans, c'est bien pour couvrir le périmètre national. C'était bien quand on vendait que nos produits en France, mais maintenant qu'on vend nos produits à 70% à l'international dans 130 pays, autant dire que c'est une aberration de faire 700 km tous les jours, plein de camions, pour aller jusqu'à Orléans, décharger les palettes, les recharger dans les porte-containers, monter au Havre, longer l'Atlantique, redescendre 6 jours plus tard à Marseille, où on est là, actuellement, pour après passer le canal de Suez, le détroit de Gibraltar, le canal de Suez. Donc autant dire, c'est une ellipsie, c'est un non-sens logistique. Donc j'ai fait cette cartographie des flux, j'ai pu monter au comité de direction pour prouver qu'il fallait créer un nouvel entrepôt. Il fait 33 000 m², à Fos-sur-Mer. On a changé de logisticien, on a choisi un logisticien qui nous a accompagnés dessus. Et on a décidé de faire un entrepôt dernière génération. 33 000 m² de cellules photovoltaïques. C'est un bâtiment en double pot, donc pas du tout énergivore. On va produire 4 fois plus d'électricité qu'on va en consommer. Donc il est en énergie positive. Et du coup, on vient de le mettre en place et on gagne 2400 tonnes de CO2 par an grâce à cet entrepôt à partir de cette année. Et on gagne 1000 camions par an. Le soufflage, comme je vous disais, des flacons, c'est pas notre métier, ça c'est un pari aussi, c'est qu'on fabrique 30 millions de flacons de ce modèle-là, la créaline, sur une usine qui est à Aix-en-Provence. On a plusieurs usines. L'idée, c'est au moment où on va remplir le flacon, on va fabriquer le flacon. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des entrepôts qui vont stocker des milliers de flacons, on ne va pas avoir de rupture de charge. On va fabriquer le flacon, on va le remplir, on va l'encaisser, le mettre sur une palette, il va partir. Vu qu'on en vend une toutes les 2 secondes et bientôt on en vendra une toutes les secondes, on a intérêt à anticiper l'avenir. Et ce système-là, c'est une technologie comme les bouteilles alimentaires, vous savez, les bouteilles de Contrex, d'Evian et tout ça. Ça vient de l'alimentaire. On fabrique une préforme, une petite préforme, on peut en mettre des milliers sur une palette, donc c'est beaucoup moins de transport. Et au dernier moment, on les passe dans des machines avec des cavités, et c'est un soufflage à froid. On ressouffle le flacon, on le finit, on le fait chez nous. Donc c'est un sacré pari parce que on va investir sur une technologie qu'on ne maîtrise pas encore, mais on va le faire. Et du coup, on gagnera 500 tonnes de CO2 par an. La transition écologique du parc de véhicules, c'est pareil, on a 200 véhicules, on a des commerciaux qui sont sur le terrain. Et là aussi, c'était un pari avec la direction générale de leur proposer une transformation progressive du parc de véhicules sous 5 ans. Pourquoi est-ce qu'on travaille avec des leasings? Les véhicules ne sont pas les nôtres, on a des contrats de 4 ans, donc forcément c'est difficile de se séparer des véhicules en cours plus tôt. Donc chaque fois qu'on a des renouvellements de véhicules, on impose des catégories de véhicules aux commerciaux, qui sont déjà des marques maintenant européennes et françaises, donc on a cadré pour faire rentrer des constructeurs français. On a aussi supprimé tout renouvellement de véhicules en diesel pour passer sur des modèles hybrides, et selon l'usage des commerciaux, parce qu'il ne faut pas être non plus complètement abruti, se dire je veux que de l'électrique, ça n'a pas de sens. Un commercial qui fait 70 000 km par an, ne lui donnez pas l'électrique, il va être en panne au bout d'une demi-heure. Donc, à l'usage, selon l'utilisation et les kilomètres qu'ils font, où ils vivent, si c'est de la ville ou si c'est de l'autoroute, on leur propose des types de véhicules, et comme ça on va pouvoir passer de 111 grammes à 90 grammes par kilomètre d'ici 5 ans, aux mesures qu'on va renouveler nos véhicules. Ça fait des années, en effet, que par rapport à la politique achat que je vous ai présentée, que je pousse mes acheteurs à relocaliser les achats en France. Alors déjà, relocaliser, c'est ceux qui étaient déjà historiquement dans d'autres pays, mais surtout, tout nouveau programme, on les fait en France. D'accord ? Et aujourd'hui, on peut dire, par rapport au stats, on a remonté jusqu'à l'origine de fabrication des produits qu'on achète. Ce n'est pas uniquement les produits que j'achète en France qui pourraient être fabriqués en Chine par une filiale française. Attention, je suis monté jusqu'au stade de la fabrication. 66% de nos lignes articles, que ce soit des matières, emballages, sous-traitance, produits de service, sont à origine France. Et 20% origine Europe. Ce qui veut dire qu'on achète 85% de nos dépenses, de nos achats, sont en origine Europe. Sur le chiffre d'affaires, c'est 66% en France, 89%, on est à presque 89% européen. Donc on est assez fiers de pouvoir le dire, c'est que cette politique, quelque part, permet quand même d'acheter à proximité géographique. On a aussi un programme de ce qu'on appelle 4R, c'est là aussi les plastiques sont décriés. Après, je ne veux pas faire un procès au plastique.
Aujourd'hui, il n'y aura pas d'alternative pour remplacer totalement le plastique. Et passer sur du verre serait beaucoup plus lourd à transporter, de la casse, il faudrait des épaisseurs beaucoup plus importantes. Il n'y a pas de solution malheureusement rêvée. Donc, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est réduire la part de plastique. On essaie justement de changer de technologie pour mieux répartir le plastique et en mettre moins. Sur des millions de flacons, ça se verra, ça fera des tonnes à la fin. Donc on réduit tout ce qu'on peut réduire. On peut alléger nos capsules, on est en train de travailler, on travaille sur nos moules. On essaie de remplacer. Là aussi, on peut mettre du recyclé, on essaye. Et on le fait. On rend nos emballages recyclables. C'est tout bête, mais quand vous achetez un pot, si je prends Estéderm, parce que le consommateur veut quelque chose de luxe, avec quelque chose qui brille bien, qui a un marquage doré, bah dès lors qu'on fait des marquages à chaud sur des emballages, ils ne sont plus recyclables. Donc en fait, c'est travailler sur la recyclabilité des encres plus recyclables, des étiquettes de la même matière que le flacon. On travaille sur tout ce qui est recyclabilité de nos contenants. Et réutiliser, là aussi, passer de plus en plus sur des contenants à vis et vendre à côté des recharges. Ça devient la mode, donc là aussi, pour réutiliser ce qu'on a déjà vendu. Donc ça, on développe toutes ces choses-là. Et enfin, sur puisque, comme je vous dis, il n'y a pas encore d'alternative ou d'innovation, de rupture pour transformer totalement le plastique, on a encore besoin de plastique, et bien avec la région Sud et l'association Cosmed, qui est une association de 900 cosméticiens en France, Naos, ainsi que 15 autres entreprises, ont lancé un consortium pour chercher une alternative au plastique. Donc, avec Reset, qui a été mandaté pour le faire, à peu près 4000 sources d'innovation sont étudiées dans le monde, et on va faire des essais chez nous. On va essayer de capter 50 pilotes pour faire des essais sur nos produits cosmétiques, pour peut-être un jour trouver une alternative au plastique. Et pourquoi la région Sud est rentrée dans ce sujet, c'est que c'est la région Sud qui paye plus de la moitié en subvention cette étude. Ce qui veut dire que ça m'arrange aussi, comme je développe l'achat local, c'est que si on trouve une alternative, probablement qu'on essaiera de la fabriquer dans le Sud, autour de Marseille, idéalement, si on la trouve. Et du coup, j'ai créé un groupement d'acheteurs chez Cosmed. Cosmed, comme je vous le disais, c'est une association qui est à Aix-en-Provence, 900 sociétés de cosmétiques en France. Et là, c'est plus sur le métier achat. Vous savez bien qu'on est un acheteur, parfois on est tout petit par rapport à des gros monstres face à nous qui sont certains fournisseurs, et du coup les rapports de force ne sont pas équilibrés. Donc j'ai créé un groupement d'acheteurs pour qu'on achète en commun des achats, on va dire, standards, pas des achats stratégiques. Et depuis 2006, ce groupement d'acheteurs permet de faire aussi des sourcings, des économies, et au-delà de ça, si vous descendez, on a créé aussi chaque année la Green Day Stock Week. Sur notre plateforme, on propose à toutes les sociétés de cosmétiques de revendre ces surplus. Alors ce n'est pas des produits finis, c'est les surplus de nos achats matières, emballages, plutôt que de les détruire. Si ça peut servir à d'autres, on le fait. Donc cette même plateforme nous permet aussi de faire des sourcings entre nous, se dépanner. Donc c'est la Green Day Stock Week, on a fait 1 à 2 fois par an, et ça permet d'éviter des destructions. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci. On aura des questions après, donc je vais avancer rapidement. On va passer la question sur le sondage parce que j'aimerais qu'on ait suffisamment de temps pour prendre vraiment tous les détails de Odile et surtout qu'après vous puissiez échanger avec eux. Donc on la passe rapidement. Je vais vous faire un petit état des lieux, résultat un petit peu des évaluations qu'on mène auprès des entreprises pour introduire le sujet de la décarbonation plus en détail. Donc Ecovalis peut avoir des solutions pour faire des cartographies du risque, pour évaluer la performance RH des entreprises, et on a aussi un module qu'on a nouvellement lancé cette année sur mesurer ce que font les entreprises, comment elles sont engagées en termes de réduction des émissions de CO2. Les résultats sont tout à fait intéressants. On regarde déjà depuis 2015 ce qu'ils font sur les émissions de Scope 1 et Scope 2 et Scope 3. Donc est-ce qu'ils sont à même de mesurer, est-ce qu'ils mesurent, est-ce qu'ils ont déjà des actions? En fait, le résultat, c'est que seulement les grands groupes, et encore seulement pour 50% d'entre eux, mesurent leurs émissions de CO2. Donc déjà, l'enjeu il est énorme, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent mesurer ces émissions pour ensuite mettre des pratiques et les réduire. Les médiums et les petites entreprises, là, on a effectivement une quasi méconnaissance du sujet et elles doivent déjà apprendre et commencer à mesurer ces émissions.
Le résultat des 1000 et quelques 100 évaluations qu'on a menées spécifiquement sur le carbone démontre très clairement, on partagera cette présentation pour le regarder plus en détail, mais en gros un niveau très insuffisant sur les actions menées sur la décarbonation. Et on voit aussi que autant le scope 1, scope 2 est plutôt bien maîtrisé, le scope 3 il est quasi inexistant. Donc en gros, comme on le disait tout à l'heure, on va le voir juste après avec Odile, en gros on a beaucoup d'enjeux, des tonnes de CO2 à gagner partout, qui se trouvent majoritairement dans la supply chain, alors qu'en fait les entreprises elles n'ont pas encore amorcé cet accompagnement et l'intégration quelque part de l'amont et de l'aval, donc avec les clients et les fournisseurs. Et là, on pense que est le gros enjeu. Et vous voyez quelques résultats, quelques chiffres clés. C'est assez éloquent. En gros, on n'est pas tout à fait encore au niveau, donc beaucoup d'actions. Donc j'ai le plaisir maintenant de laisser la parole à Odile sur la partie décarbonation. Voilà, donc maintenant que les scopes 1, 2, 3 n'ont plus aucun secret pour vous. Voilà l'empreinte CO2 carbone de Bolloré Logistics en 2020. Donc scope 1, scope 2, nos bâtiments, on a 600 sites, donc plus de bâtiments dans le monde entier. Des camions, mais pas des centaines, des dizaines de milliers. Donc c'est en tout 3% de nos émissions. Et le gros, 96%, ce sont les émissions de CO2 liées aux expéditions qu'on organise pour nos clients. Donc c'est énorme. Et avec une... vous pouvez juste... Avec quand même quasiment 70% liés à l'aérien, parce que c'est l'aérien qui est le plus émetteur, donc on va voir des chiffres après. Une petite trentaine, 25% sur le maritime, 8% sur le routier. En tout, dans le monde entier, le transport, le fret, c'est 8% environ des émissions de CO2. Dans le monde entier, voilà. La plus grande partie étant due au transport routier, en valeur absolue. Voilà, donc nous c'est vraiment un enjeu, la décarbonation de la supply chain, c'est un enjeu client. Il y a des appels d'offres pour lesquels le premier round, le premier passage, c'est uniquement sur la décarbonation. Les tableaux Excel qu'on recevait avant avec les lieux, le tarif, la colonne transit time, maintenant il y a la colonne CO2 en plus, on doit présenter des alternatives. Donc si nous, comme nos confrères, on ne répond pas sur le sujet, on peut fermer boutique. Donc c'est vraiment indispensable. Il y a 2-3 ans, il y avait quelques grosses entreprises qui nous sollicitaient là-dessus. Maintenant, ça explose. Donc c'est pas tout le monde. Beaucoup les grandes sociétés, c'est vrai, mais c'est vraiment très, très important. Nous, on s'est engagés, donc au moment des accords de Paris en 2015, la COP 21, il y a les scientifiques du GIEC qui ont calculé le budget carbone qui restait à l'humanité pour ne pas dépasser, alors à l'époque c'était 2 degrés, maintenant c'est 1,5 degré, en 2100. Et donc quand on applique les ABAC, nous, ça fait qu'on doit baisser notre scope 1, scope 2, 43% d'ici 2027 par rapport à 2017, et notre scope 3 aval, donc de 30%. Scope 1, scope 2, donc c'est quand on a des bâtiments de bureaux, des entrepôts, donc c'est les LED, les panneaux solaires, d'autres solutions, et scope 3 aval, donc la partie transport, j'y viens tout de suite. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée. Pour transporter, donc c'est combien de kilos d'équivalent de CO2 sont émis pour transporter 1 tonne sur 1 kilomètre. Donc l'aérien c'est 100 fois plus émetteur que le maritime et 10 fois plus émetteur que le routier. Ça fixe les ordres de grandeur. Donc la première solution, alors Enao c'est un superbe cas parce qu'ils ont à peu près tout utilisé. La première chose c'est le report modal, donc effectivement vous avez bien compris, quand vous remplacez toute ou partie de votre aérien par du maritime, c'est le jackpot en termes de CO2, alors c'est moins cher en plus. Évidemment c'est pas la même chose en termes de délai. Ensuite, nous, on utilise des bases de données, donc un calculateur CO2 notamment, qui s'appelle EcoTransit, qui est une version libre, ecotransit.org, vous pouvez faire des simulations, qui calcule les émissions en aérien par type d'avion.
Donc on sait qu'un Boeing 777, c'est 20% moins émetteur qu'un Airbus 380. Ne prenez pas mes chiffres pour... je vous dis n'importe quoi, mais enfin c'est le principe. Idem pour... donc voilà, en général, plus les avions sont récents, moins ils sont émetteurs. On a la même chose pour les navires. Donc pour les navires, là aussi, il y a des armements qui ont investi massivement, notamment très important à Marseille, dans des meilleurs navires. Donc là aussi, en général, les bateaux plus récents sont moins émetteurs. Et puis on va voir des illustrations. Je continue ce sujet sur la slide d'après. Quand on change, voilà, un meilleur matériel, un meilleur type d'avion, un meilleur bateau, on peut gagner 10, 15, 20% maximum. Pour être vraiment moins émetteur, aujourd'hui les solutions sont de recourir à des carburants alternatifs. Donc pour le maritime, donc on commence à avoir des bateaux qui sont opérés au biofuel ou au LNG, au bio-LNG. Là on peut aller, alors c'est un peu petit pour moi, voilà, moins 85% de CO2, donc c'est quand même énorme. À l'aérien, c'est ce qu'on appelle le SAF, le Sustainable Aviation Fuel. Donc c'est un fuel qui est fabriqué à partir d'huile de cuisson usagée et qui peut être mélangé jusqu'à 50% à du kérosène classique sans changer du tout le moteur de l'avion. Je parlerai après du transport routier. Alors évidemment, ces carburants ont un surcoût, on n'est pas du tout à l'échelle pour que ça ne soit pas très cher. On sera probablement pas, même si on mangeait tous des McDonald's tous les jours, 3 repas par jour, on sera probablement pas à l'échelle qui va suffire à adresser les besoins d'aujourd'hui et surtout de demain, puisque apparemment la mondialisation des échanges va se poursuivre. Sur le transport routier, là aussi, notamment en France, on commence à trouver des solutions au biogaz, au biofuel intéressantes. Et là, il me semble qu'il y a une initiative tout à fait intéressante de l'ADEME, avec l'AUTF, le syndicat des chargeurs. On a quelqu'un de Fred 21 dans la salle, c'est ça, c'est vous. Donc Fred 21, en fait, c'est une initiative lancée il y a quelques années pour les chargeurs. Et c'est lié notamment à un certain nombre une autre initiative sur le transport routier qui s'appelle Objectif CO2. Et il y a des fiches actions très concrètes qui indiquent clairement, c'est extrêmement bien fait, c'est très pratique, qui disent par exemple à un transporteur routier, si vous formez vos chauffeurs à l'éco-conduite, vous allez gagner tant de CO2. Si vous équipez vos camions de tels dispositifs, pas de stop and go, des choses plus techniques pour moi, voilà. Et vraiment, c'est nous, dans notre questionnaire d'évaluation des transports routiers, qui fait partie de notre sourcing, on demande c'est français, hein, enfin, voilà. On demande si le transporteur routier adhère à Objectif CO2. Est-ce que vous mettez peut-être une question, Odile? Est-ce que vous mettez à disposition de vos clients ces outils pour que d'eux-mêmes ils puissent comparer et voir un peu les impacts de CO2? Aujourd'hui, on a développé ces... alors aujourd'hui, sur toutes les cotations que vous demandez à nos équipes, vous avez le CO2 en end-to-end. Et donc vous pouvez voir, vous avez le prix, le délai et le CO2. Donc les chargeurs peuvent choisir la solution la moins émettrice de CO2. On peut faire, bien sûr, on peut travailler, alors on mesure le CO2 sur les expéditions qu'on organise. Après, on a un tableau de bord qui est comme une aide à la décision qui met en lumière les axes les plus émetteurs. Et puis après, on fait des plans de transport alternatifs, on construit des plans de transport alternatifs. C'est une autre chose qu'on fait. Quand on fait de la logistique contractuelle, on travaille là sur les consommables. Et là aussi, on peut trouver des choses intéressantes. Et on a un projet, je n'ai pas encore de date, de plateforme digitale pour que nos clients puissent voir directement, sans passer par nous, les différentes alternatives. Vous êtes en co-construction avec eux de leur programme de décarbonation. Oui, tout à fait. Oui, parce que la supply chain, les gens dans la salle sont bien placés pour le savoir. Voilà, il y a les délais, il y a le coût, il y a quelquefois des contraintes de sécurité.
Donc on peut pas, enfin il n'y a pas de baguette magique, c'est vraiment une analyse logistique. Quoi. Voilà. Et l'optimisation, et là aussi, ce qu'a fait Naos, c'est vraiment voilà, de réfléchir à moins de kilomètres, c'est une très bonne solution. Et donc il y a aussi tout ce parcours potentiellement de redistribution. Exactement, tout à fait. Voilà. D'économiser, parce que le meilleur économie des CO2, c'est celle qu'on qui n'émet pas. Exactement, tout à fait. Voilà, et pour terminer, nous les achats responsables, nous on fait partie des sociétés qui ont une taille qui fait que nous sommes soumis à la loi Sapin 2 sur l'anticorruption, à la loi sur le devoir de vigilance. Ces deux lois sont extraterritoriales, ce qui veut dire, et concernent la chaîne d'approvisionnement, ce qui veut dire que nous devons nous assurer que nos filiales dans le monde entier et nos transporteurs, nos fournisseurs même, dans le monde entier, respectent les sujets éthiques, anticorruption, de droits humains et l'environnement. Et donc pour ça, on a depuis le début de l'année EcoVadis sur une partie de nos achats, voilà, pour commencer, ce qui est vraiment une solution très pratique. On a également, voilà, pour nos fournisseurs risqués, on est dans des pays, on a à peu près presque la moitié de nos sites qui sont en Afrique, donc on est dans des pays avec pas une très bonne réputation, que ce soit sur la corruption ou les droits humains. Là, donc on a des questionnaires plus poussés, des audits, et pour la partie transport, là aussi on a des questionnaires sur la composition de la flotte, voilà. Donc des choses plus poussées pour la décarbonation. Comment vos clients vous sollicitent sur votre propre évaluation EcoVadis? Comment ça vous sert? Oui. Comment vous utilisez ça? Alors, moi je suis depuis 28 ans chez Bolloré Logistics. C'était pas mon premier job. Je suis arrivée il y a 4 ans à la RSE. J'en avais jamais fait avant. Et une des choses, on m'a dit, EcoVadis, on est silver, on ne peut pas monter, c'est impossible et tout ça. Et ça m'a agacée. Et alors, je suis allée voir Nicolas à l'époque. Je lui dis, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il nous a organisé un rendez-vous avec une analyste chez EcoVadis qui nous a décodé le questionnaire EcoVadis, qui pour nous, notre taille d'entreprise, fait 70 questions. Donc on a commencé à comprendre, on a beaucoup travaillé, on est passé à Gold, c'était déjà très bien. Et puis après, l'année dernière, voilà, en 2020, pendant le confinement, EcoVadis envoie une newsletter en disant, voilà, désormais, pour passer à... Nous créons le niveau Platinum, et pour être au Platinum, il faudra tant de points. Et alors, si on était resté au même point que Gold, on serait redescendu. Ma fierté n'a fait qu'un tour. On a travaillé d'arrache-pied et on est passé Platinum. Et là, je peux vous dire, on a beaucoup travaillé. Le bon côté, c'est que c'est extrêmement structurant. Enfin, il y a beaucoup de choses sur la plateforme EcoVadis, il y a beaucoup d'aides. Moi, je suis très fière que cette société soit française en plus. Et quand je vais à des réunions internationales, dans le maritime, dans l'aérien, même en Asie, avec les Asiatiques, avec les Américains, ça a pignon sur rue. Je suis vraiment, vraiment bravo. Et puis, alors je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Si, ce que je voulais dire, c'est que nous, alors vous savez, il y a les médailles EcoVadis. Je peux vous dire que dans notre présentation commerciale, on a une slide entière avec la grosse médaille verte, là, au Platinum, parce que quand on présente ça à nos clients, c'est un soupir de soulagement. 1%. Voilà, ils sont rassurés. Ils sont rassurés. C'est dur c'est vraiment du travail. C'est exigeant, il y a 3 niveaux d'analyse, vous ne pouvez pas, donner quelques carambars et puis c'est fait. Mais ça nous structure beaucoup et d'année en année, on voit les exigences monter. Mais bon, voilà. Et c'est extrêmement pratique, on ne pourra absolument pas se permettre d'avoir une armée d'auditeurs ou d'acheteurs d'acheteurs responsables qui envoient des questionnaires comme ça à nos fournisseurs. On a par exemple 6000 transporteurs routiers dans le monde. Et qui analyse les résultats et qui classe, etc. Voilà, la publicité est faite, Nicolas. Merci Odile, c'est très gentil. Et bravo pour la Platinum, qui effectivement, c'est moins de 1% des entreprises, des 80 000 entreprises qu'on évalue dans le monde, 1% seulement, donc c'est exemplaire. Je vais juste terminer pour vous présenter le module carbone, et après je reviendrai sur les petits sondages rapidement, parce que j'aimerais que vous puissiez poser vos questions à Stéphane et Odile. Donc rapidement, EcoVadis, l'idée c'est vraiment à mutualiser ses efforts. Odile l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. On a évidemment une expertise, ça fait 15 ans qu'on évalue les entreprises dans le monde entier. On accompagne à la fois les directions achats, les acheteurs,
pour qu'ils intègrent ces indicateurs à bon escient, parce que c'est pas le tout hein, de faire des audits, il faut que ça serve à quelque chose, que ça apporte de la valeur, et à vos fournisseurs aussi. Il y a vraiment aussi des questionnaires qui sont adaptés avec maintenant une spécificité sur la partie carbone. Donc on s'est inscrit dans un voyage, on a accompagné nos clients sur ces sujets de carbone. On a commencé par mettre à disposition des calculateurs carbone Scope 1 et 2 basés sur des bases de données pour les fournisseurs. Donc vous avez vu au début, les grands groupes seulement maîtrisent un peu ces sujets. L'idée, c'est de mettre la même chose à disposition des petites et moyennes entreprises pour les aider à appréhender ces aspects-là et qu'elles puissent ensuite partager les résultats avec leurs clients. On a donc un petit module qui va être un espèce de tableau de bord pour les acheteurs dans lequel ils vont voir les évaluations de leurs fournisseurs et voir tous ceux qui ne seraient pas au niveau avec un code couleur très simple et avec des résultats très concrets sur notamment les actions que mènent les fournisseurs sur justement la décarbonation. Donc des objectifs qui sont fixés, des actions et du reporting qui puisse suivre année après année pour voir comment ils évoluent. Donc c'est complémentaire au score de notation RSE. Vous l'avez vu tout à l'heure, les 4 thèmes, environnement, social, droit humain, éthique des affaires et achat responsable. La 5e note qui est une note globale qui permet de déterminer aussi les médailles. Et enfin, ce code couleur pour le carbone qui va permettre tout de suite d'identifier un peu quels sont ceux qui sont en retard et qu'il faut accompagner. Et surtout, on va commencer à créer des benchmarks parce qu'évidemment, les entreprises vont pouvoir se mesurer les unes aux autres par secteur. Aujourd'hui, 1100 évaluations en 6 mois. En 6 mois, on a évalué 1100 entreprises sur ce nouveau volet carbone. Et donc, l'idée, c'est bien évidemment de créer une base qui soit suffisamment large pour avoir ces benchmarks et aussi aider à identifier par secteur quels sont ceux qui sont les plus émissifs en termes de carbone. Le petit calculateur pour les fournisseurs, donc je ne rentre pas dans le détail, mais vous pourrez accéder à la présentation ou sur le site web, c'est détaillé. Et on a ensuite toute la partie métriques quantitatives, parce qu'en fait, il n'y a pas que le carbone où il y a des métriques intéressantes à relever. Il y a tous les aspects formation, dialogue social, inclusion, les accidents du travail, voilà, tout un tas de paramètres, les consommations d'eau, utilisation du plastique. Donc on a un module métrique qui va permettre de relever ces indicateurs de performance RSE. Et pour finir, à disposition donc des modules de e-learning, de formation pour que les entreprises elles apprennent un peu sur tous ces thèmes et qu'elles puissent découvrir comment elles peuvent passer à l'action, puisque c'est un peu la question, comment on passe de l'intention à l'action. Nous, l'idée, c'est vraiment d'aider ça. Je vais vous proposer de terminer par les 2 petits sondages suivants et ensuite on pourra poser des questions à Stéphane et Odile. Il nous reste 15 minutes. Deuxième question, quel est aujourd'hui votre objectif prioritaire en termes de RSE? Est-ce que c'est déjà de cartographier vos risques RSE et on peut dire aussi carbone de vos achats? Deuxième réponse, ce serait de réaliser une analyse de matérialité de vos émissions CO2 dans vos achats. Troisième réponse, de réduire l'empreinte carbone directe et indirecte, donc scope 1 et 2 donc de votre entreprise. De réaliser une analyse sur le scope 3. Et ensuite, la partie plutôt sécurité, santé-sécurité des collaborateurs, des clients et des fournisseurs. Voilà. Parmi tous les sujets de la RSE, quels sont pour vous ceux qui sont les plus importants? Donc, avoir un impact social et environnemental positif pour 57% d'entre vous. Réduire l'empreinte scope 1 et 2, c'est déjà effectivement un bon début. Aller vers le scope 3, 40% d'entre vous. La cartographie des risques RSE à réaliser pour 20% d'entre vous. Et la santé-sécurité pour 20% également. Et enfin, donc, la matérialité des émissions CO2 de vos achats, peut-être pas encore réalisée, mais peut-être quelque chose à venir. Et je vous propose la dernière question, enfin le dernier sondage, pardon. Qui, chez vous, va s'occuper de ce programme de réduction des émissions de carbone? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est insufflé, piloté par la direction générale, ou plutôt par le marketing et la communication, ou par la qualité, ou, comme Stéphane l'a dit, par les achats? Est-ce que c'est vous, acheteurs, qui vous sentez responsable de ces objectifs de décarbonation? Et est-ce que justement vous allez prendre le sujet en main dans vos sociétés au niveau des achats? Je vois que pour 45% d'entre vous c'est le cas, tant mieux. 55% maintenant, direction générale, qualité, marketing et enfin autres. Donc je vais vous laisser maintenant la parole et si vous avez des questions,
Eh bien, je suis très heureux de proposer à nos intervenants de vous répondre. Donc si vous avez des questions. Anaïs Meunier, consultant indépendante. On sait que les solutions décarbonées ne sont pas nécessairement les moins chères. Comment vous faites aujourd'hui pour valoriser les économies de CO2? Est-ce que vous avez une technique, une méthode de calcul pour pouvoir valoriser ces économies de CO2 en termes monétaires? Oui, tout est en fait l'avantage du CO2, du carbone, dans tous les critères extra-financiers qu'il y a, celui-ci, il est monétisable. C'est-à-dire que vous avez des tables de correspondance en euros. C'est très pratique, c'est-à-dire que vous consommez du PET, il a un indice carbone, et c'est volume par consommation par cet indice. Votre électricité, c'est pareil, vos déplacements, c'est pareil. Donc tout est transformable en euros. Donc à un moment donné, si vous réduisez votre empreinte carbone, vous ferez aussi des économies. Mais sur la partie transport. Ah, si c'est que transport. Non, c'est pas que transport, mais surtout le transport. Oui, je comprends votre point de vue, mais sur la partie vraiment purement transport. Là aussi, si vous faites un report modal vers le rail ou vers le bateau, vous allez payer moins. Enfin, votre transport, il va vous coûter moins cher. Bien sûr, il y aura des contraintes, il faudra davantage anticiper, etc. Mais là, c'est quand même de l'argent sonnant et trébuchant. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, peut-être que j'espère que dans 5 ans, ça ne sera plus le cas. Il y a un surcoût, par exemple, pour les carburants alternatifs. Et là, voilà, on a des clients qui y réfléchissent à 2 fois, surtout que là, le marché est très compliqué, donc ce n'est pas leur priorité. Ça dépend aussi de la valeur du produit fini. Donc, quand c'est un foulard très cher ou un sac très cher, c'est vraiment pas beaucoup. Là aussi, c'est vers à moitié plein ou vers à moitié vide. Les taux de fret maritime ont tellement augmenté que le surcoût pour avoir un meilleur carburant, c'est plus si cher. C'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment les discussions qu'on a avec nos clients. C'est pas, voilà, c'est pas. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Vous avez raison. Est-ce que peut-être, Odile, ce qu'on évoquait, de revoir un peu les circuits de distribution aussi, peut-être avec. Oui, alors là aussi, l'optimisation, voilà. C'est vraiment une. Alors, c'est ce qui est intéressant et compliqué, c'est que c'est une réflexion systémique et globale. Mais c'est un vrai sujet. On est d'accord. Ouais. Peut-être un exemple, un de nos clients a revu son circuit, il a fait une économie de près d'1 million d'euros de carburant. Mais en fait, au début, son objectif, c'était de réduire les émissions de CO2. Donc ça, c'est concret, c'est direct. Donc c'est vraiment des économies de CO2 et en même temps financières. Il y a aussi, excusez-moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a aussi, alors nous, on est très poussés par le secteur du luxe et de la cosmétique. Parce que, bon, maintenant les autres industries s'y mettent aussi, mais le luxe et la cosmétique savent qu'ils ont un grand enjeu de réputation. Et que de plus en plus les nouvelles générations, et pas que, vont supporter de moins en moins que l'air ait été pollué, etc. pour voilà, je répète, un joli foulard et tout. Donc là aussi, il y a un calcul à moyen terme, personne ne veut perdre des clients, quoi. Voilà. Et avoir une mauvaise image. Alors là aussi, comment ça se valorise, bon. Mais c'est une réalité. Pardon, c'est pas. Je vous en prie. Non, mais tout se valorise en effet en euros, et heureusement, parce que c'est plus facile pour embarquer les directions générales. Le projet Stock Central que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un parti pris. Je l'ai fait sur une value stream mapping en mettant en évidence que je gagnais 60% de lead time. Donc ça peut parler, en effet, parce que ça va plus vite pour aller sur go-to-market. Mais surtout, en effet, on a fait une économie entre 1 et 2 millions d'euros. C'est tout bête, mais quand vous faites moins de camions sur la route, c'est moins de CO2, mais vous payez moins de camions dans tous les cas. Donc revoir la cartographie de nos flux a un vrai sens. Et essayer de travailler localement, il faut raisonner toujours en coût complet. Alors, on parlait de TCO il y a quelques années, maintenant on va parler de TVO, on va être en value. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que raisonner l'économie que je fais, il faut regarder tous les coûts indirects, les coûts complets, et regarder dans la chaîne de valeur l'impact carbone que l'on a. Parce que demain, en effet, on devra
vendre des produits où chacun pourra scanner l'empreinte carbone du produit. Alors, on n'y est pas encore. Pour ça, il faut faire des analyses de cycle de vie de chaque produit. On commence à regarder. En fait, si vous faites un bilan carbone dans votre entreprise, l'avantage, c'est que vous allez avoir une carte macroscopique du tonnage que vous émettez. Et après, si vous avez une stratégie, par exemple, moi je suis en train d'essayer de faire un draft de plan de neutralité carbone pour me caler sur les accords de Paris. Les accords de Paris, c'est de ne pas dépasser 1,5 degré d'ici 2050, et c'est neutraliser, les États doivent neutraliser leur empreinte carbone d'ici 2050. L'État français ne pourra jamais neutraliser si les entreprises françaises ne le font pas. Donc je ne vais pas inventer l'eau chaude, je me cale sur cet objectif-là. Et là, c'est vrai qu'on se fait peur. Parce qu'on fait notre empreinte carbone, on a une croissance de 15% par an, et en même temps, il faudrait que je baisse de 40% à l'échelle de moins de 10 ans. Donc c'est ça le challenge, c'est ça qui est super, parce que d'office, quand vous faites tomber votre cartographie, vous allez tout de suite trouver les gros secteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Et si vous repensez vous avez de la reconception de produits, de la reconception des flux, que vous allez peut-être un jour produire localement pour éviter de transporter de l'eau sur 10 000 km, vous changez les schémas mentaux quand vous vous donnez cet objectif de raisonner carbone et pas que finance. Donc de toute façon, vous ferez des économies à la fin. C'est un faux problème. Je crois qu'on est dans une société qui est trop financiarisée. On regarde d'abord ce que ça génère comme une économie, et on ne regarde pas assez les impacts indirects. Fred 21, est-ce que vous avez peut-être, Paul, des outils ou des aides là-dessus? Oui, mais en fait, effectivement, je confirme. Oui, c'est bon. Je confirme vraiment tout ce que vous venez de dire. Et tout à l'heure, on était dans la salle, Métro intervenait et expliquait vraiment la même chose. Il disait que s'engager dans la démarche Fred 21, là, qui permet vraiment, on donne tous les outils qui permettent de mesurer l'impact carbone du transport. Et en fait, à partir de ça, on a aussi des fiches qui permettent de modéliser en fait toutes les idées qu'on peut avoir et de voir, voilà, là, si je change tel type de carburant ou je réduis mes kilomètres, ça va me permettre d'économiser tant de CO2, donc ça va permettre de modéliser, de tester les bonnes idées. Et lui, ce qu'il expliquait, c'est que de se lancer dans cette démarche-là, il lui a permis de remettre en question tout l'existant, de remettre en question tout ce qu'il faisait sur ses plans de transport, sur les moyens qu'il utilisait, les transporteurs avec qui il travaillait, et que, in fine, en fait, à la fin, ça lui a permis d'économiser, ça lui a permis de réduire ses coûts de transport de 1% par rapport à ce qu'il avait imaginé. Il pensait que ça allait lui coûter plus cher à la fin, et à la fin, ça lui a permis d'économiser de l'argent sur le transport, parce qu'il a repensé tout ce qu'on lui disait avant, on a toujours fait comme ça, on a toujours fait comme ça. Il a dit, bah non, cette fois-ci, on ne va pas faire comme ça, il faut réduire les émissions, et au final, ça lui a permis de réduire ses coûts, parce qu'il n'a pas fait comme ce qui se faisait avant, parce qu'il avait un objectif de réduction, et qu'il a voulu réduire ses émissions, et c'est dans cette démarche-là, je dirais que je confirme tout simplement ce que vous venez de dire. C'est l'arbre qui cache la forêt, en fait, quand on dit l'écologie coûte beaucoup plus cher. C'est qu'on ne veut pas, hein. C'est quand on veut, on peut. C'est qu'on ne veut pas le faire parce que... je vous donne un exemple. Pour les acheteurs, c'est l'offre et la demande. D'accord ? Quand il y a autant d'offres que de demandes, c'est équilibré. C'est quand ce n'est pas le cas qu'il y a une rupture de marché. Aujourd'hui, les produits recyclés ou écologiques sont produits en moindre quantité que des résines brutes, par exemple, vierges historiquement. Donc forcément, il y a un décalage. Donc vous les payez plus cher. Si demain, il faut absolument s'obliger à avoir plus de recyclés, qu'on met en place des filières de tri associées, qu'on arrive à travailler les transformations chimiques de ces résines et tout ça, les prix vont baisser. C'est toujours pareil. C'est cher à un instant T, quand on est trop précurseur, mais quand tout le monde l'utilisera, ce sera un coût conventionnel. Donc il faut revoir les schémas, les grands schémas d'ensemble. Il ne faut pas s'interdire ou penser tout de suite avec des préjugés, ça va être plus cher. C'est pas forcément le cas. On peut le démontrer à chaque fois. D'autres questions ou interventions, témoignages? Oui, moi je parlais sans micro. Pardon. Il est branché. Il est branché, bien sûr. Oui, j'ai écouté tout à l'heure effectivement des développements sur un certain nombre de flottes qui étaient renouvelées chez les transporteurs, de telle manière à s'adapter mieux à de nouvelles normes de pollution, etc. Et donc, pour y penser, je rapprochais ça d'une étude qui avait été faite par l'ADEME, me semble-t-il, qui montrait que une des problématiques essentielles, c'était pas seulement le passage, par exemple, à des véhicules électriques, etc., moins carbonés,
Mais la problématique, c'était la durabilité des produits, dans la mesure où c'est lors de la phase de construction que ces vecteurs de transport, que sont aussi bien des porte-conteneurs que des véhicules de transport, etc. Eh bien, c'est lors de leur phase de construction qui sont le plus impactants en définitive, à la fois sur l'environnement, mais aussi en matière de CO2. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion qui est conduite là-dessus, peut-être pour conseiller les entreprises en termes de, par exemple, de parc, de durabilité de parc optimale, pour éviter le trop d'émissions, évidemment, de CO2. Et puis, par ailleurs, j'avais aussi une remarque aussi sur le fait que, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le fait que la France, finalement, se positionne assez bien en termes de sensibilité, justement, à ces questions environnementales, et on l'avait vu lors de la projection tout à l'heure, et le fait qu'il y ait pas mal de marques, notamment de cosmétiques, on l'a dit, et vous en représentez une, de cosmétiques qui justement insistent dans leur communication sur leur volonté d'être clean de bout en bout de leur chaîne de valeur et de leur supply chain. Donc il y a deux questions, deux vastes questions. Vous avez raison sur la flotte de véhicules. Quand j'ai pris le sujet pour transformer la flotte de véhicules, comme tout acheteur, hein, on est généraliste, hein, on achète une centaine de portefeuilles différents, donc il faut apprendre. Donc j'ai décortiqué, en effet, j'ai eu le même réflexe que vous, en disant, tiens, si je passe tout en électrique, mais en effet, il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Si je passe tout en électrique, déjà à l'usage, je ne réponds pas aux besoins de mes commerciaux. Donc je ne peux pas être tout électrique. Après, comme vous le dites, il y a ce qu'on consomme. On consomme beaucoup moins quand on est sur des véhicules hybrides ou électriques parce que ça coûte moins cher, qu'on évite la TVS, les taxes. Donc on raisonne toujours en coût complet, c'est pour ça que j'insiste sur le coût complet. En effet, à l'usage, c'est plus économique. Après, le véhicule coûte plus cher à l'achat, mais il faut regarder en effet, comme vous dites, ça, si on raisonne globalement, si on fait comme une sorte d'analyse de cycle de vie, même d'un véhicule électrique, ça a sa conception. Un véhicule électrique, on sait tous que c'est les batteries qui posent problème. Parce que le Chili, par exemple, c'est maintenant c'est un pays, une carrière à ciel ouvert. Enfin, voilà, on sait qu'il y a un impact. Mais là aussi, il y a des indicateurs qui permettent de dire, de comparer par véhicule, par type de véhicule, entre à la construction, les émissions de gaz à effet de serre, à la construction, à l'usage et à la fin de vie, lesquels sont plus intéressants. Malheureusement, il n'y a aucun véhicule qui est neutre en carbone. Hein, on essaie d'avoir un impact moindre. Donc là, j'ai vérifié ça, comme vous l'avez dit, et en plus, j'ai vérifié surtout qu'à l'usage que j'en fais, je vais bien réduire au kilomètre mon empreinte carbone. Je vais être plutôt vers 90, mais je ne serai pas à zéro, de toute façon. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, c'est aussi revoir sa façon de travailler, plus de télétravail, ça permet aussi d'être moins sur la route, peut-être moins de kilomètres, moins de déplacements, enfin, là aussi, c'est une politique d'entreprise, on peut aussi éviter certains kilomètres. Ça, c'était la première question. La deuxième, les sociétés qui utilisent en fait l'argument écologique, parce qu'en effet, les consommateurs le demandent. Alors, malheureusement, Naos, recherché sur Internet et tout, il l'utilise peu. Moi, je le fais sous l'angle des achats, je communique sur LinkedIn et tout, mais par rapport à ce qu'on fait nous au service achat, mais l'entreprise elle-même n'en fait pas un argument commercial, parce que ça pourrait être quand même vu comme du greenwashing. Donc, vous regardez, il y a peu, on fait des choses, mais on ne les communique pas. Voilà, on ne les communique pas, on n'a pas de label, on n'a pas de tout ça. Mais on agit chacun dans son métier. Mais on agit, et je rejoins ce que vous avez dit. J'étais la semaine dernière aux États de la France, à la Sorbonne. J'ai participé à des tables rondes très très intéressantes. La France fait figure de proue sur les ambitions de décarbonation. Je vous dis, il y a beaucoup de pays qui nous regardent avec intérêt parce qu'on a toujours une longueur d'avance. Donc on peut se le dire, on peut être un peu franchouillard. On a un PIB qui commence à redémarrer, on a quand même géré la crise Covid, tout. On n'est pas si mauvais que ça, comme on est toujours en train de se juger. En tout cas, sur la décarbonation, on est plutôt en avance, même si on ne va jamais assez vite. Et pareil sur les achats responsables, nous on le voit à notre niveau chez Bovadis, il y a 900 clients dans le monde, il y en a 200, c'est des Français. Et ceux qui engagent le plus de fournisseurs dans une démarche de développement durable, ce sont les Français.
Donc on est de très loin les plus engagés, les plus actifs, et ceux dans le monde entier. On a vraiment des clients qui engagent des fournisseurs dans le monde entier, ce sont les leaders, ils sont français. Donc je crois qu'on est vraiment en avance sur ces sujets-là et ça vaut le coup de noter. Merci à vous deux, on va être amené à conclure. Donc, juste avant de conclure, Stéphane. j'ai vraiment apprécié le résultat du dernier sondage, parce que je l'ai découvert comme vous, où 43% pensent qu'en effet c'est un service achat qui peut porter quelque part cette décarbonation. Eh bien, j'en suis moi-même convaincu, puisque je le fais depuis des années, mais je suis ravi que ce soit le cas de la majorité, parce que je vais vous donner des chiffres très, très concrets. Je le fais par conviction, mais après avoir fait votre empreinte carbone, vous verrez que 43% de l'empreinte carbone, d'un bilan carbone, c'est porté par les achats. C'est les achats, donc avec les fournisseurs, qui sont la source de 43%. Et 22%, c'est le fret. Si vous réunissez les deux sous la supply chain, ce qu'on appelle une supply chain end-to-end, 64% de l'empreinte carbone, c'est la supply chain qui le fait, donc qui a les leviers. Donc c'est pour ça qu'un service achat ou un service supply chain, ça me semble tout à fait logique que ce soit lui qui s'approprie ce sujet, parce que c'est lui qui devra agir pour réduire. Plutôt que ce soit un service qui va lui dire voilà ce qu'il faut que tu fasses. On n'aime jamais trop quand on vient nous expliquer comment faire, donc autant s'approprier et le faire. Merci. Voilà. Et le scope 3 en effet, parce que le scope 3, c'est 80, chez moi c'est 95% de l'empreinte carbone. Le scope 1 et 2, c'est que 5%. Merci Stéphane pour cette belle conclusion avec Nicolas, finalement une belle promotion du métier des achats, de la fonction achat, et puis un petit cocorico en passant. C'était plaisant pour tout le monde. Donc merci encore à toute l'équipe d'EcoVadis de s'être mobilisée sur le sujet. Merci Bon, à vous, merci Jean-Charles, à Stéphane de s'être mobilisé aussi. Merci pour le témoignage. Merci à Gilles pour les travaux préparatoires. Et puis bon retour pour les Provençaux, à bientôt dans nos événements, dans nos réseaux provençaux. Pour les autres, bon retour dans vos régions. Et puis vous avez des antennes ou des délégations régionales CNA dans vos régions, notamment dans le nord de la France par exemple, où il y aura un événement, je crois la semaine prochaine. La semaine prochaine, hein, je crois. Le quel jour? Jeudi. Jeudi 21. Jeudi 21, où ça? À Lille. À Lille, voilà, avec le CNA Hauts-de-France et EcoVadis. Voilà. Et puis deux intervenants qui sont Auchan, l'IRECO l'IRECO et Ingrédia. et Ingrédia. Voilà. D'accord. Avis aux nordistes. Voilà. Bon retour, merci à tous. Merci à tous. Vous avez, sur le plan pratique, vous avez les revues que vous pouvez prendre en